Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre ponctualité. Écoutez, on va encore se laisser 2-3 minutes, le temps de laisser à tout le monde le temps de se connecter. Je vois que les habitués ont pris leurs bonnes habitudes. N'hésitez pas à vous présenter effectivement dans le chat en indiquant votre nom, votre prénom et l'organisation pour laquelle vous travaillez, puisque le mode webinaire ne vous permet pas de voir qui participe. Donc, c'est un moyen un peu plus sympa de savoir qui se trouve dans la salle. Comme vous commencez à être assez nombreux, on va pouvoir vous laisser répondre au sondage. Ceux qui connaissent les webinaires Racine sont habitués. On propose un petit sondage à la fois pour mieux vous connaître, connaître vos attentes vis-à-vis de ces formats et ces webinaires, et puis tester un peu votre degré de familiarité avec le suivi de l'approche systémique. Et puis vous verrez, pour ce webinaire, il y a une petite question surprise. La dernière question a été rajoutée par nos intervenants. C'est une question que Arthur Gauthier pose à ses étudiants en introduction du cas qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, c'est une petite question d'éveil pour rentrer dans le sujet. On pourra la commenter à la suite du sondage. Alors, écoutez, il est 9h05, donc je vous propose d'officiellement vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire Racine. Donc moi, je suis Camille Marc, je dirige J'entreprendrai plus, et donc j'ai le grand honneur d'introduire ce webinaire au titre de l'initiative collective Racine. On est super ravis de vous accueillir si nombreux ce matin, hein. Vous étiez plus de 200 inscrits et je vois qu'on est déjà 80 à être arrivés. Donc merci beaucoup pour votre participation et votre ponctualité. Comme vous l'avez vu, donc il y a ce petit sondage auquel vous êtes invité à répondre pour mieux connaître vos attentes, mieux savoir qui vous êtes, préparer ainsi du coup la suite des webinaires. Et puis vous avez une petite question d'introduction, d'éveil pour rentrer dans le sujet pour le cas qui va nous concerner ce matin. Un petit rappel pratique sur le fonctionnement des webinaires. Donc, le mode webinaire de Zoom vous permet pas de voir qui sont les autres participants. Donc, comme vous avez pu le voir, certains d'entre vous ont commencé à se présenter dans le chat si vous le souhaitez. Ça permet de savoir un peu qui est là. Et pour vos questions pour vos questions qui pourront être posées à nos intervenants à la fin du webinaire, on vous invite à bien les mettre dans la rubrique questions-réponses. À bien distinguer la rubrique questions-réponses de la rubrique du chat, puisque Arthur et Xavier auront plutôt l'œil sur la rubrique questions et réponses. Donc voilà, soyez vigilants pour poser vos questions. J'en profite également pour vous redire un petit mot de Racine, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette initiative qui vous propose ce webinaire ce matin. Donc Racine, c'est une initiative collective qui est portée par des acteurs d'horizons complémentaires et portée par la volonté de faire évoluer leurs pratiques, ainsi que celle de tout le secteur de l'innovation sociale et de la philanthropie, notamment sur la question du financement du changement systémique. Aujourd'hui, cette initiative, elle est portée par les acteurs que vous voyez apparaître à l'écran.
Donc Ashoka, Ticket for Change, les SEC, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation de France, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Fondation Entreprendre, la Fondation Massif, Forticus et Entreprendre et plus. Et parmi les actions qu'on mène, vous avez dû en voir passer plusieurs. Il y a tout un volet de sensibilisation, hein. L'idée, c'est d'alerter, d'ouvrir collectivement l'œil sur nos pratiques et donc de sensibiliser sur le sujet de financement de l'approche systémique. Ces webinaires font vraiment partie de cet axe-là. On a aussi un volet de recherche, de production de contenu, d'études, hein. Vous avez dû voir passer il y a quelques temps déjà les études Quanti et Cali qu'on a menées avec l'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France. On a publié plusieurs articles dans différentes revues. Et puis, on a notamment également soutenu le travail de recherche-action de Cyril Tassard. On a eu un webinaire il n'y a pas longtemps sur le sujet autour de l'approche systémique à destination des porteurs de projets. Et puis le dernier volet sur lequel travaille l'initiative Racine, c'est le volet de formation, puisque au-delà d'éveiller les consciences sur le sujet, l'idée c'est aussi d'accompagner les professionnels de la philanthropie dans l'évolution de leurs pratiques. Et donc vous avez probablement également vu passer l'info autour du parcours philanthropie systémique, et donc à destination des dirigeants et des administrateurs de fonds et de fondations. On a eu une première promo qui a réuni l'an dernier 19 participants issus de 13 structures différentes et on est en train de finaliser les inscriptions pour la deuxième promotion. Donc, pour ceux qui seraient intéressés et qui auraient besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'issue de ce webinaire ou aller sur notre site internet pour avoir plus amples informations. Alors, une fois cela dit, on va voir un peu qui vous êtes. Alors, vous êtes en majorité à 56% issus de fonds ou de fondations philanthropiques, donc bienvenue. Et ensuite, on a 17% d'associations et de porteurs de projets. Pas mal d'acteurs aussi du conseil, un peu moins sur les autres champs. En tout cas, c'est déjà un panel assez représentatif du secteur de la philanthropie. Donc, on est ravis de vous accueillir ce matin. Alors, 59 plus 20, 79%. Donc 79% d'entre vous sont plutôt ou très familiers avec l'approche systémique. Donc on voit qu'il y a quelques habitués probablement des webinaires Racine et de nos contenus, mais on a tout de même voilà, 21% des participants qui se sentent pas du tout ou assez peu familiers. Donc voilà, on espère que ça vous fera aussi une bonne intro dans le sujet et que ça vous donnera envie d'en savoir plus. 66% d'entre vous ont déjà pu participer à un précédent webinaire Racine, donc bah, super, pas mal d'habitués. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis c'est toujours chouette de voir qu'il y a quand même encore un tiers de participants pour qui c'est la première fois, donc bienvenue. Et puis on espère que vous comptez parmi nous pour les suivants. Et puis donc je vois que vous avez également répondu à la question mystère proposée par Arthur. Celle-là, je vais m'abstenir de la commenter. Je laisserai Arthur se saisir de vos réponses dans dans sa présentation. Alors, il est 9h10. Je vais vous juste, avant de donner la parole à nos intervenants, vous présenter la façon dont ça va se passer. Donc, vous aurez 30 minutes de discussion entre Arthur Gauthier et Xavier Van Kampenot, qui seront suivies de 15 minutes de questions-réponses. Donc, c'est le moment où je vous redis de bien utiliser la fonction questions-réponses de Zoom pendant l'échange pour poser vos questions. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, je commence par Arthur. Arthur Gauthier. Donc, Arthur est professeur associé à l'ESSEC Business School au sein du département droit et environnement de l'entreprise. Depuis cette année, il est titulaire de la chaire philanthropie et également doyen associé en charge des chaires à l'ESSEC. Vous avez probablement vu passer ses recherches puisqu'elles portent principalement sur la philanthropie et les initiatives privées en faveur de l'intérêt général, en utilisant des perspectives à la fois organisationnelles, sociologiques, psychologiques, historiques. Il a notamment étudié l'émergence et l'institutionnalisation de la philanthropie et du mécénat d'entreprise. Et il s'intéresse aux différentes pratiques philanthropiques, aussi hybrides, combinant plusieurs logiques comme l'impact investing, le financement participatif, les fondations actionnaires et toute autre pratiques hybrides. Arthur animera la conversation avec Xavier, qui lui est président de la fondation De Groef Petercam depuis 2015. Xavier siège également au conseil d'administration de la fondation Pulse, qui est dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat en Belgique, ainsi qu'à celui de la fondation de la Reine Paola, qui est dédiée à l'inclusion de la jeunesse fragilisée en Belgique. Xavier préside également le projet Better, donc c'est une plateforme digitale dont la mission est de généraliser le don philanthropique par les entreprises et les particuliers.
Et parallèlement à ses activités philanthropiques, il accompagne en tant qu'investisseur actif de jeunes sociétés évoluant dans le domaine de la consommation en France et en Belgique. Précédemment, il a occupé le poste de Deputy CEO de la banque Degroof Petercam. Donc, la banque Degroof Petercam, c'est l'entreprise qui porte la fondation qui nous intéresse ce matin. C'est un groupe belge spécialisé dans la gestion d'actifs, la gestion privée, la banque d'affaires et l'administration de fonds. Voilà, je crois que c'est pour moi ce matin en termes d'intro. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à nos intervenants. Arthur et Xavier, à vous les micros. Bien, merci beaucoup Camille et bonjour à toutes et à tous. Euh, on est très heureux avec Xavier de pouvoir échanger avec vous ce matin. Euh, on a un programme assez dense. Je vais prendre la parole pour une petite intro de 5 minutes. Ensuite, Xavier aura du temps pour vous présenter un peu mieux la fondation de Grove Petercam et ce qui s'est passé en fait dans le cas qu'on a fait ensemble et quelques leçons en fait de cette expérience. Et je terminerai en conclusion avec quelques éléments sur la manière dont j'ai pu enseigner ce cas en salle de cours pour voilà, vous donner un petit peu de contexte et voir quels grands enseignements on peut en tirer au-delà du cas spécifique de la fondation de Grove Petercam sur justement l'approche systémique dans la philanthropie et l'action des fondations. Euh, je commence, Xavier, c'est OK pour toi? OK. Oui, oui, parfait. Le cas pédagogique qu'on a fait ensemble. D'abord, qu'est-ce que c'est un cas pédagogique? Alors, c'est une façon finalement d'enseigner dans les écoles de management et de gestion. C'est une méthode qui a une centaine d'années, qui a, d'après la légende, émergé à la Harvard Business School, aux États-Unis, sur la côte Est. L'idée était de trouver une méthode d'enseignement qui soit moins abstraite et théorique que finalement les enseignements classiques, hein, un peu descendants, euh, et peut-être d'avoir aussi une pensée critique et intégrative pour les apprenants et euh, prendre en compte finalement des situations de gestion et de management concrètes et pertinentes. Généralement, c'est tourné autour d'une décision à prendre, d'un événement marquant qui met en fait les décideurs et les managers en position de devoir voilà, prendre des décisions, trancher. C'est généralement des cas qui sont bon, c'est des documents hein, d'une quinzaine de pages avec des annexes généralement, et ça permet généralement en salle de cours d'avoir une discussion stimulante et interactive entre les apprenants, que ce soit des étudiants en formation initiale ou des personnes en formation continue. C'est vrai que la méthode DECA est pas mal utilisée aussi en formation continue. Et donc, c'est quelque chose que moi, j'utilise beaucoup dans certains de mes cours. Et un des enjeux qu'on a, en tout cas en France et en Europe, c'est que on a finalement assez peu de cas qui sont produits sur nos structures, nos organisations. C'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour les fondations et les associations. Et une des missions finalement de la chaire philanthropie à l'ESSEC, c'est de produire des cas sur des structures françaises, européennes notamment, pour rééquilibrer un peu l'offre de cas qu'il y a sur le marché, puisqu'il faut savoir que ces cas peuvent être ensuite achetés ou téléchargés par des professeurs, des enseignants du monde entier dans des bases de données et pour être ensuite enseignés partout ailleurs. Donc, l'idée, c'est de produire aussi des cas qui vont servir à non seulement à l'ESSEC, mais dans toutes les écoles de management ou les universités qui le souhaitent. Donc, on a cet enjeu-là. On a aussi un manque de cas enfin, les cas sur la philanthropie, les fondations sont principalement là aussi dominés par les cas nord-américains. Il y a notamment les collègues de Harvard, de Stanford, de Wharton qui produisent beaucoup de cas sur des fondations, des associations. Et il y en a assez peu encore qui viennent d'Europe. Donc, nous, on essaie de contribuer à ça. Et pour pouvoir enseigner, par exemple, la stratégie en matière de philanthropie, c'est-à-dire comment les fondations se fixent des objectifs et trouvent les moyens de les atteindre, eh bien, on dépend souvent de ces cas nord-américains. Donc, on s'était dit à la chaire, ben, on aimerait bien développer un nouveau cas autour de cette approche systémique hein, qu'on défriche ensemble avec l'initiative collective Racine, hein, dont Camille a rappelé les membres. Et donc, voilà, un de mes objectifs, moi, c'était de produire un cas qui puisse être enseigné dans mes cours à l'ESSEC et aussi être diffusé à tous les enseignants qui souhaitent l'enseigner dans leur propre cours.
Alors, le troisième élément, pourquoi la fondation de Groupe Petercam? C'est vrai je me suis posé la question avec quelle fondation travailler sur ce cas. Et on s'était rencontré avec l'équipe de la fondation il y a quelques années maintenant. Et j'avais été assez intéressé par leur approche relativement originale finalement, Xavier va le rappeler, hein, euh, plutôt soutenir peu d'associations, un nouveau lauréat par an. Je ne vais pas déflorer ce que va dire Xavier. Et je me suis rendu compte que même s'il n'y a pas d'exemple parfait, unique d'approche systémique, je me rendais compte que dans la manière dont la fondation de Groupe Petercam avait évolué à travers le temps, il y avait cette prise en compte des enjeux euh, des enjeux systémiques, ou en tout cas des limites peut-être d'une philanthropie traditionnelle. Et donc cette tension-là m'intéressait. Et en creusant un peu avec Marie, Xavier et puis Sylvia à l'époque qui était la directrice de la fondation, on s'est rendu compte qu'il y a eu voilà, une évolution très intéressante au sein de la fondation, de sa stratégie. Et finalement, l'objet du cas, l'objectif pédagogique du cas que j'enseigne donc autour de la fondation du groupe Petercam, c'est justement comprendre comment finalement une fondation peut évoluer et réviser sa stratégie en fonction d'événements externes qui voilà, impactent euh, son activité et voir finalement euh, comment se fait l'arbitrage entre une approche où on va valoriser ce qu'on appelle, on va le voir, l'impact direct, et une approche où c'est plutôt une volonté, une ambition d'impact systémique euh, qui devient prioritaire. Et donc, le cas ne dit pas l'approche systémique, c'est génial, c'est facile, il n'y a qu'à faire ça. Le cas dit simplement, voilà ce qu'une fondation a fait, voilà les avantages et les inconvénients des deux modèles, on va y revenir, et on rentre ensuite dans le détail de ce qui se passe, puisque les cas pédagogiques qu'on fait, c'est souvent là, sur la base d'une histoire vraie, une histoire d'une organisation. Et donc, je vais passer la parole à Xavier qui va vous parler de cette histoire, de ce qui s'est passé et je reviendrai juste ensuite pour voilà, une petite conclusion, éclairage sur le cas. Xavier, c'est à toi si tu le souhaites. Merci Arthur. Ouais, ravi d'échanger, hein, de participer à ce partage d'expérience et très honoré d'être en si bonne compagnie. J'ai vu la liste des participants et très chouette de voir tous ces collègues intéressés par notre cas. Alors, la fondation de Groupe Petercam, ben, comme son nom l'indique, est une fondation d'entreprise, mais vous verrez que par son histoire, on a quand même une dimension particulière, enfin, qui se dessinera dans le déroulé de l'histoire que je vais vous expliquer. Alors, la fondation a été créée en 2008 et c'était à l'époque une émanation de la petite équipe de advisory services en termes de philanthropie, donc de services philanthropiques auprès des clients de la banque privée. Et l'idée était ben, d'une part d'incarner l'esprit philanthropique de la banque, qui remontait aussi jusqu'aux familles fondatrices, de aussi canaliser, disons, l'impact sociétal de la banque, mais aussi de devenir exemplaire vis-à-vis des clients et en fait de mettre en pratique au travers d'une fondation ce qui était conseillé aux clients eux-mêmes. Et ça, c'était l'idée d'origine. Et donc, cette fondation, qui était une fondation et qui l'est toujours d'utilité publique, ben, s'est déployée au fil du temps, mais dans une approche en réalité un peu de représentation et aussi une approche réactive traditionnelle, dans le sens où c'était un support de plus de 50 projets par an, avec des tickets limités sur un an de taille très modeste, fléchée principalement en Belgique et sur des causes variées. Donc, les projets soutenus ont passé d'une thématique à l'autre. Et disons qu'au fil du temps et jusqu'à 2015-2016, il y avait quand même un constat qui se dessinait au sein de l'équipe et qui était partagé entre l'équipe, Sylvia Steisel, la programme manager Alizé Dubus et moi-même. C'était que
Ça faisait trop de projets, on n'arrivait pas vraiment à mesurer l'impact, que les critères de sélection n'étaient pas nécessairement clairs et que les décisions de sélection n'étaient pas particulièrement rationnelles en fait. Bon, mais on disposait du budget qui était ce qu'il était, c'est-à-dire 250 000 euros par an. Et puis est arrivé un élément, disons, un déclencheur de changement, qui est l'arrivée d'un leg d'un client, donc un leg non sollicité, c'est important de le préciser, sachant que la banque ne sollicite pas de leg de la part de ses clients en faveur de la fondation, mais c'était un leg très important qui, en fait, de facto, a permis à la fondation de passer à une autre échelle. Et en fait, ça a déclenché une réflexion pour sortir de cette logique un peu traditionnelle. Et à ce titre, et donc c'était vraiment un travail qui a été mené entre le board et l'équipe, Sylvia, Alizé, avec, disons, l'œil bienveillant du groupe. Et donc, on a réfléchi en s'inspirant de ce qu'on appelle le venture philanthropy, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est une approche qui est orientée résultat, qui est dans une logique pluriannuelle, avec un soutien engagé des organisations par les équipes, avec une notion de risque qui est assez centrale, ainsi que la logique d'exit qui est aussi soignée que possible. Et donc, c'est avec cette philosophie qu'on a on a fait cette refonte stratégique de la mission de la Fondation et qui s'est traduit par la sélection d'un seul thème qui n'était ni l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat, mais quelque chose qui était un peu entre l'éducation et l'entrepreneuriat, qui était en fait l'emploi. Pourquoi l'emploi? Parce que l'emploi est un élément central dans la vie des gens et dans la société, et qui est aussi proche du monde des entreprises. Donc ça nous semblait logique, même si en réalité en Europe, il y a assez peu de fondations qui se dédient à l'emploi. Et comment on a exprimé cette refonte stratégique? Ben, c'est par la création de ce qu'on appelle le DPF Award, donc qui est un prix qui est octroyé une fois par an à tout un nombre de candidats. Si je peux revenir sur le déroulé, et après je ferai un petit plongeon sur le DPF Award. Et donc notre premier lauréat a été sélectionné en 2019. Ensuite, en 2023, on a décidé, compte tenu de la nature pan-européenne des activités du groupe de groupe Petercam, on a décidé d'ouvrir le DPF Award à l'Europe. Ce qui maintenant s'est fait sur le vintage 2024 et va se faire sur le vintage 2025. Et puis, aussi en 2024, on a complémenté le DPF Award avec on appelle à l'interne un Social Innovation Lab. Et la différence donc c'est un deuxième programme. Alors on n'aura pas le temps de se pencher dessus, mais peut-être juste en deux mots. Autant le DPF Award, il se concentre sur la sélection d'entrepreneurs sociaux et à la limite, sans trop regarder les bénéficiaires ultimes, pour autant que ces entrepreneurs sociaux sont actifs dans le domaine de l'emploi, le Social Innovation Lab, lui, va se concentrer en Belgique sur une problématique donnée, et puis, en deuxième niveau, éventuellement sélectionner des entrepreneurs sociaux à soutenir ou même co-créer des solutions par rapport à ces problèmes. Et donc là, on prend un peu le sujet dans l'autre sens, dans le cas du Social Innovation Lab, mais c'est là que je referme la parenthèse parce que c'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui. Et donc, on est rentré dans une philanthropie stratégique au niveau de la fondation avec ce DPF Award, avec un seul thème, un angle systémique, un soutien concentré sur une longue période, et alors avec un budget comme vous l'avez deviné, beaucoup plus important, puisque notre budget d'impact, grâce à ce leg, entre autres, est passé à près de 1,5 million d'euros par an. Alors maintenant, je vais rapidement expliquer en quoi consiste le DPF Award, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, nous sélectionnons des innovations sociales
à caractère systémique, les plus ambitieuses possibles sur la thématique de l'emploi avec, disons, quatre priorités dans notre approche qui sont euh, dans le domaine de l'emploi, de se concentrer sur les compétences de demain. Donc, c'est le reskilling. Ça, c'est une des sous-thématiques où l'accès à l'emploi, pour ceux qui sont exclus du monde de l'emploi, ou la promotion d'un travail équitable et le soutien à ceux qui créent l'emploi, donc les donneurs d'emploi et les entrepreneurs. Et donc, ces, euh, disons, entrepreneurs sociaux que nous regardons, que nous sélectionnons, ben, ce qui importe pour nous, c'est que on doit leur permettre de changer d'échelle par notre soutien. Donc, on est dans une logique de scale-up. Et donc, l'approche systémique est une dimension importante. Alors, on a un processus de sélection très structuré. Et disons que quand on a choisi une association, on sait précisément pourquoi on l'a fait. Et il y a différentes étapes dans le processus de sélection que l'équipe, disons, soigne très bien et organise très bien. Mais donc ça, typiquement, pour vous donner un peu de couleur, ça commence au mois de mai, où on a un réseau de nominateurs en Europe et il y en a un certain nombre d'ailleurs en France, comme vous le savez sans doute, qui nous réfèrent euh, des projets. Ça nous évite de faire un appel à projet, ça nous évite d'avoir des projets qui postulent un peu avec un projet fait sur mesure pour le programme. Et donc, typiquement, on a entre 60 et 70 candidats nominés. Ensuite, à la fin du printemps, on va réduire ça à une cinquantaine de candidats qui vont eux-mêmes remplir un questionnaire en ligne très détaillé, très structuré. Ça va d'ailleurs en éliminer naturellement certains qui se rendront compte en voyant les questions que c'est peut-être pas pour eux. On est assez fiers de ça, mais le feedback de certains participants nous disent aussi que simplement remplir le questionnaire les aide déjà à réfléchir à leur approche. Ensuite, c'est suivi par des interviews téléphoniques qui ont lieu à la sortie de l'été. Ensuite, des visites sur le terrain. Elles ont lieu pour le moment pour le vintage actuel. Et puis, on a un jury qui va sélectionner sur 6 candidats l'unique gagnant. Parce que, effectivement, j'allais presque oublier de vous mentionner une des caractéristiques de ce DPF Award, c'est que nous sélectionnons qu'un seul candidat et que nous allons soutenir pendant 5 ans avec un budget conséquent qui est un budget de 1 million étalé sur les 5 ans, non fléché, c'est-à-dire que on, on laisse l'association, l'entrepreneur social ou les entrepreneurs sociaux utiliser le montant comme ils le souhaitent. Et alors, on va s'efforcer de fournir un support extra-financier adapté à l'association. Alors, ceci dit, ça vaut le coup pour les finalistes de participer aussi parce que ils se répartissent une enveloppe, disons, non négligeable, euh, même ils ne sont pas sélectionnés comme lauréats. Et typiquement, les finalistes ben, vont rentrer dans notre écosystème, dans notre réseau et ils ont la possibilité de postuler une deuxième fois en déant les 5 ans, si je me souviens bien, le règlement. Voilà, donc ça c'était pour le BPF Award. Donc on part de 60 à 70 candidats et puis au fil du temps, il y a un funnel qui devient de plus en plus étroit pour ne sélectionner plus qu'un seul candidat. Et évidemment, ça nous permet de voir beaucoup de choses, de comparer beaucoup de projets, d'essayer de les comparer de la manière la plus structurée possible.
Et peut-être que je peux passer maintenant un peu aux convictions et aux leçons euh, de, euh, euh, de cette évolution auprès de la Fondation. Alors, nos convictions, mais qui étaient celles qui nous ont fait changer notre stratégie et lancer le DPA Forward, elles restent intactes. Elles sont proches du monde du venture philanthropy et donc notre expérience ne nous a pas, disons, apporté de contradiction par rapport à ces convictions. C'est que c'est clairement clé de miser sur le talent et sur la confiance. En réalité, le changement se passe par les personnes et en particulier dans l'impact social, puisque c'est là-dedans que nous sommes. Alors c'est possible que dans le médical, disons que, il y a peut-être des méthodologies ou de la technologie médicale qui peut faire une différence. Ici, on est dans le soft power pur, on est dans l'impact social et clairement, nous, on mise à fond sur le talent, mais on mise aussi sur la confiance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, d'abord, miser sur la confiance, au final, c'est plus simple pour tout le monde, mais ça veut dire moins de reporting. Ça veut dire une interaction et disons une interaction parfois informelle avec les équipes du projet qu'on soutient. Alors, ben, une fois qu'on a un don conséquent, ben, on s'efforce aussi qu'il ait d'augmenter sa valeur. Et ça, ben, ça tient essentiellement dans le fait que, en fait, on soutient une association pendant plusieurs années et ben, ça apporte clairement une stabilité à l'équipe qui permet de voir dans le temps, de se projeter dans le temps, et ça permet aussi à l'équipe de consacrer peut-être un peu moins de temps à du fundraising, puisque ben, ils ont notre don de manière certaine pendant un certain temps. Et donc, d'une certaine manière, ça augmente notre don aussi du même coup. Et puis, on essaye aussi, en se concentrant sur un petit nombre de projets, ben, de réduire le coût par projet soutenu. Et donc, au final, même si on a un budget d'impact important, on a une relativement petite équipe. Alors, les leçons et conseils pratiques, et ça, c'est un peu ma touch personnelle, c'est que, enfin, et l'expérience de l'équipe, bien sûr, c'est que euh, alors, à partir du moment où on se concentre sur un petit nombre de projets, il faut quand même faire une analyse des risques importante. Et disons que c'est quelque chose qu'on apprend au fil du temps et peut-être que dans un cas ou l'autre, on aurait peut-être dû peut-être un peu plus se concentrer sur l'analyse des risques et disons l'aspect due diligence est important, tout comme un investisseur qui est très concentré, ben, il doit faire également une analyse des risques. Alors, l'exit n'est jamais assez anticipé. Et donc, il faut enfin, il faut savoir que quand l'exit arrive, c'est toujours douloureux. On encourage les porteurs de projets à interagir avec leur écosystème et nous, on voit qu'il y a une énorme demande de la part des porteurs de projets dans ce sens. Un jury, c'est très important de bien l'organiser et d'avoir la bonne alchimie entre les membres du jury parce que parfois, il y a des jurys qui marchent mieux que d'autres. Et quand on soutient un projet pendant 5 ans, il faut savoir que, euh, et que, disons, la force d'un projet repose dans les gens, il faut savoir que, il y aura un moment des départs de personnes clés et il faut déjà l'anticiper. Ensuite, disons que sur les principes de sélection, et je vais terminer par là. Nous, on est vraiment convaincus que cette notion de risque est très importante et donc il faut analyser les risques, mais il faut aussi pouvoir prendre des risques parce que c'est en prenant des risques on est complémentaire à ce que éventuellement les pouvoirs publics font, qui sont moins dans la prise de risque et c'est naturel. Et en général, le risque signifie innovation. Alors, il y a toujours ce débat de savoir, mais quelle proportion on doit représenter dans l'ensemble du budget en tant que funder, en tant que souteneur. Et moi, ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de ratio
idéal de ce qu'on peut représenter dans le budget total d'un projet soutenu. Dans certains cas, c'est bien d'être élevé, dans d'autres cas, c'est moins bien. Ensuite, il y a un débat aussi très difficile à trancher, c'est est-ce qu'on se concentre sur des projets qui sont en phase de réalisation et pas toujours pro, mais où on sent qu'il y a vraiment un potentiel, ou est-ce qu'on se concentre sur les projets best in class, où on est sûr que ça va marcher, mais d'une certaine manière, ils n'ont pas nécessairement de problème de financement. Donc, est-ce qu'on apporte une différence de ce côté-là? Et puis, et je terminerai avec ça, quel est l'angle d'attaque? Est-ce qu'on doit se concentrer sur les porteurs de projets plutôt que les bénéficiaires ultimes, ou est-ce qu'on doit partir des bénéficiaires ultimes pour ensuite sélectionner les change makers? La réponse chez nous, c'est qu'au final, on a décidé de faire les deux, puisque le DPF Award se concentre sur le change makers, mais que la dernière initiative du Social Innovation Lab, lui, se concentre sur les groupes cibles, et on a ce luxe de se permettre sur les deux approches en même temps. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir partagé tout ça. C'est vrai que c'est très riche de pouvoir voilà, commencer à avoir un aperçu de l'évolution de la stratégie de la Fondation. Et merci beaucoup hein, aussi de nous avoir accueillis, Patrick Lenormand et moi, dans vos murs, parce que c'était aussi voilà, une vraie joie de découvrir un peu toute l'évolution de votre approche. Avant de passer aux questions, et je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans la section questions-réponses qui se trouve en bas de votre barre sur Zoom. Vous pouvez les rentrer dès maintenant. Je voulais simplement conclure avec on va dire quelques témoignages de la manière dont j'ai utilisé ce cas en cours. Alors, juste pour vous rappeler, le cas Fondation de Groupe Petercam est assez récent. Je l'ai testé 2 fois en cours et il n'est pas encore publié. Il n'est pas encore accessible. Ça va être le cas dans quelques semaines. Mais je vais déjà vous donner un peu la manière dont je l'enseigne en cours pour vous donner un ordre d'esprit. Là, il faut imaginer qu'il y a 30 étudiants du Master in Management, par exemple, de l'ESSEC, donc des jeunes de 23 ans, par exemple, qui ont lu une quinzaine de pages sur l'histoire et l'évolution de la Fondation du Growth. Et maintenant, je les fais réfléchir sur des grandes questions, des grands dilemmes stratégiques. Et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon plan de cours. On commence un peu par la question que Camille vous a posée sur finalement, est-ce qu'il vaut mieux donner peu d'argent à beaucoup d'associations ou beaucoup d'argent à peu d'associations? C'est simplement, alors j'ai vu que vous, dans la salle, vous êtes aux 2 tiers, je pense 68% pour dire qu'il faut donner beaucoup à peu. Mais ce que j'aime bien, c'est la tension que ça crée chez les étudiants, puisque ça leur permet de se poser des bonnes questions sur l'allocation optimale des fonds quand on est une fondation. Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses, c'est simplement une question pour les aider à rentrer dans le cas. Ensuite, je ne sais pas si Amélia peut faire défiler juste les éléments voilà, d'enseignement du cas. Ensuite, on s'intéresse sur la stratégie initiale de la fondation du groupe Petercam. Là, Xavier l'a rappelé. Plutôt une approche, on va dire, classique, avec de la distribution de petites sommes d'argent justement à de nombreuses associations sur le territoire belge. Plutôt, on va dire, avec les, euh, les coups de cœur personnels des différents membres du comité de sélection, à une stratégie finalement beaucoup plus construite, hein. Xavier le disait, c'est assez amusant, disait lui-même, on est passé d'une approche un peu traditionnelle à une approche stratégique. Euh, Moi, dans le cas, je dis que c'est 2 stratégies différentes finalement, mais que la nouvelle stratégie, finalement, euh, elle est assez différente de l'ancienne. Et donc, il y a toute une partie du cas où on compare les deux avant-après et on essaie de voir un peu les objectifs qui veulent être atteints, la façon de les atteindre pour la fondation, et puis, on va dire un peu les avantages et les inconvénients de chaque stratégie. Une fois de plus, le but, c'est pas de dire que la nouvelle stratégie, c'est génial, c'est trop facile à faire et il faut que toutes les fondations fassent ça. Simplement de comprendre avec les étudiants ou les personnes en formation qu'il y a il y a 2 approches qu'on compare, qui sont 2 évolutions stratégiques au sein de la même fondation et ça nous dit des choses sur les dilemmes stratégiques au sein des fondations distributrices. Alors, on a ensuite une partie où on essaie de contraster ce qu'on appelle l'impact direct, c'est-à-dire plutôt ce qui va concerner le fait de, d'aider directement des bénéficiaires de l'action versus un impact plutôt systémique où là, l'objectif va être
de trouver des solutions pour euh, finalement empêcher, changer les conditions qui créent le problème social dont souffrent les bénéficiaires. Donc ça, on va le détailler dans un instant. Et ensuite, la fin de la résolution du cas, là aussi, je challenge un peu les étudiants sur un nouvel élément de contexte qui vient dans l'histoire de la banque de Groupe Petercam, et on se pose la question, est-ce que la banque va garder son approche nouvelle dans un contexte finalement économique et de gouvernance qui change? Et puis on termine avec une sorte d'épilogue où on essaie là encore de contraster une approche plutôt traditionnelle de la philanthropie. On reprend en fait 7 caractéristiques et on les compare avec l'approche plutôt systémique, donc qui a été celle de la fondation de Grove Petercam, mais on essaye d'extrapoler à partir du seul cas étudié par les étudiants à une réflexion plus globale. Et pour terminer, avant de passer à vos questions, je voulais juste zoomer sur les deux éléments qui sont en gras pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les étudiants. Donc, par exemple, je vous donne juste un peu la question que je leur pose. Donc, quand on arrive à ce moment de la résolution du cas, je leur demande, ben voilà, dans la formalisation de sa nouvelle stratégie, la fondation de Grove Petercam déclare: les innovateurs sociaux que nous soutenons sont prêts à atteindre un impact systémique pour l'emploi. Et là, je leur demande, mais qu'est-ce que ça signifie d'après vous? Et donc, on commence à avoir une discussion avec les étudiants autour de cette notion d'impact systémique et on essaie de la contraster. Et là, je m'appuie sur la jeune littérature existante avec la différence, enfin, j'essaie de contraster l'impact systémique tel que défini dans le cas avec ce qu'on a appelé les approches d'impact direct. Donc là, pour illustrer, je vous montre par exemple avec les étudiants, donc je peux dessiner ce genre de tableau au mur. Enfin, on a des tableaux à l'ancienne ou des tableaux numériques. Et je remplis en fait en fonction de ce que me disent les étudiants. Euh, et donc concrètement, on arrive à peu près à ça. Donc pour l'impact direct, bah, c'est assez simple, mais il faut quand même le décrire. Donc voilà, des fondations qui vont plutôt soutenir des choses concrètes, tangibles. On va globalement pouvoir compter le nombre de bénéficiaires ou de choses faites. C'est assez simple. L'action va entraîner une conséquence assez simple à mesurer. Et puis, on peut voir assez facilement que c'est facile de communiquer sur les effets positifs de l'action. Je vous donne quelques exemples que je donne aux étudiants aussi. Par exemple, si on nettoie, une association organise une grande opération de nettoyage citoyenne d'une plage polluée par des déchets plastiques, ben là, on peut compter le nombre de bouteilles plastiques qu'on a trouvées, on peut voir le résultat facilement. Euh, si vous voulez, ça s'illustre aussi, cette approche d'impact direct dans d'autres domaines. Là, voilà, des exemples dans le domaine social et environnemental. Et justement, on contraste avec l'approche systémique ensuite pour montrer que, eh bien, cette approche, elle est très intéressante, mais elle a aussi potentiellement un désavantage comparatif par rapport à l'approche d'impact direct, puisque son action est plus abstraite, moins visible. Les effets arrivent à plus long terme, ils sont un peu plus difficiles à mesurer, et la causalité en fait entre l'action et les résultats, elle est non linéaire, elle est complexe. Elle prend en compte le fait qu'il peut y avoir d'autres acteurs, d'autres facteurs qui vont influencer les résultats. euh, c'est relativement risqué, hein. Xavier a rappelé l'importance du risque dans certaines approches qui s'attaquent, dire, aux causes racines des problèmes, ou en tout cas à la complexité propre à la lecture systémique du monde. Là aussi, c'est assez difficile de s'attribuer les effets de l'action. Quand on est financeur, c'est plus difficile de dire bah, grâce à moi et grâce à l'action de l'association que j'ai soutenue, on a changé les mentalités sur tel ou tel sujet. Et donc là, je contraste avec d'autres exemples, vous en avez ici. Sur le sujet du plastique, une approche qui viserait un impact systémique viserait plutôt à dire, bah, au lieu de nettoyer les plages polluées, on va essayer de remonter à la source et d'interdire finalement le plastique à usage unique. Et pour faire ça, on va plutôt soutenir une association qui va faire du lobbying, qui va faire pression sur les parlementaires au niveau européen pour interdire le plastique à usage unique. Vous voyez, c'est un exemple contrasté assez intéressant. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, c'est toujours pareil, l'exemple de l'hébergement de rue le montre bien, c'est pas parce que on va s'intéresser à des solutions qui vont empêcher, on l'espère, les personnes d'arriver à la rue, qu'il ne faut pas trouver des solutions d'urgence pour les personnes à la rue. Donc c'est aussi une bonne façon pour les étudiants de comprendre que impact direct et impact systémique, c'est pas forcément deux choses qui s'opposent, c'est-à-dire que euh, une association peut très bien avoir développé une grande expertise sur l'impact direct et ensuite se rendre compte que pour
vraiment faire basculer les choses, il faut qu'elle s'attaque, par exemple, aux mentalités, à la législation, au rapport de pouvoir, etc. Et donc, une fondation peut elle-même soutenir des projets qui vont plutôt viser un impact direct ou plutôt un impact systémique. Voilà un peu ce qu'on essaye de faire avec cette partie de résolution du cas. Et je terminerai sur un dernier tableau, justement, qu'on fait un peu en épilogue avec les étudiants, qui contraste un peu la première approche, on va dire un peu traditionnelle de la philanthropie. Donc là, voilà, je vous l'ai mis de manière très schématique, mais c'est quelque chose qu'on essaie de résoudre là aussi collectivement avec les étudiants, en leur disant, bah voilà, on regarde finalement comment le soutien d'une fondation à une association se déroule en général, quel type de relations sont créées entre les deux parties, le processus de sélection, Xavier en a parlé, le processus d'évaluation aussi, et puis comment finalement la fondation qui soutient les projets ou les associations collabore ou fait avec d'autres acteurs. Et vous voyez que dans cette approche-là, on a des choses qui font sans doute écho euh, avec voilà, des projets financés plus que des associations elles-mêmes, une approche assez court-termiste, etc. Et on contraste ça avec une approche plus systémique. Alors j'ai mis des guillemets parce que Xavier l'a rappelé, hein, il y a aussi d'autres sources d'inspiration pour la fondation du groupe Peter Kam. Il a parlé de l'approche venture philanthropie, notamment dans le processus de sélection. Il a parlé aussi de confiance, et ça aussi c'est dans la relation entre les parties hein, que ça se présente. Mais voilà, je voulais simplement vous montrer à quoi ressemblait finalement un peu ce dernier tableau. Une fois de plus, qui nous permet de contraster deux choses. Et c'est important que dans un cas pédagogique, il y ait du contraste, il y ait des tensions, pour que les étudiants puissent se faire leur propre idée et se dire bah, finalement, qu'est-ce que moi, à la place par exemple des dirigeants de la fondation de Groupe Petercam, qu'est-ce que moi j'aurais fait, qu'est-ce que finalement je retiens de cette changement de stratégie. Est-ce qu'il y a éventuellement des inconvénients, et ça c'est intéressant, à passer à cette approche systémique? On parle par exemple dans le cas du fait que, mais justement, comme il y a un seul vainqueur, entre guillemets, ou un seul lauréat par an, je parle vraiment du DPF Award, hein, pas du reste des activités, eh bien, on peut se dire, bah, ça fait beaucoup de déçus finalement, euh, peut-être que l'approche qui soutient plus de projets avec moins d'argent peut aussi, dans certains cas, avoir des vertus. Donc, on discute de tout ça avec les étudiants. Et, et ça fait généralement voilà, des conversations très riches. Voilà. Et je vais m'arrêter là. C'était simplement pour vous montrer un peu comment ce cas peut s'animer en cours. Alors, on va passer dans le temps qui nous reste à certaines questions. Donc, merci à toutes et tous d'avoir posé vos premières questions dans le chat. Il y en a beaucoup. Euh, j'ai une question peut-être pour Xavier. Merci pour le partage de votre action. Est-ce que vous cherchez à la Fondation de Groupe Petercam à embarquer d'autres fondations ou d'autres philanthropes à vos côtés? Par exemple par des fondations abritées de clients, par exemple. Alors, sur ce point, est-ce qu'on fait du collective impact, en fait, hein, c'est un peu ça aussi. Euh, et donc, est-ce qu'on cherche d'autres organisations qui cofinanceraient des projets ou des porteurs de projets? Alors, dans le cas du DPF Award, mais compte tenu de sa structure euh, euh, assez forte et du fait que c'est financé déjà dès le départ, en fait, on n'a jamais ressenti le besoin d'embarquer d'autres philanthropes. Par contre, dans le Social Innovation Lab, là, on fonctionne très fort dans une logique de co-construction. Et donc, on est en relation avec d'autres philanthropes pour tacler les sujets sur lesquels on a décidé de se pencher. Donc, je dirais au niveau de la fondation, oui. Au niveau du DPF Award, pas nécessaire. Merci Xavier. Il y a une autre question intéressante que je vais lire. Enfin, c'est la partie d'une question de Cyril. Est-ce que vous formez vos membres de comité du jury, vos partenaires, vos accompagnateurs pour qu'ils prennent en compte justement la complexité des approches que vont en fait appliquer ou qu'appliquent déjà vos futurs lauréats, par exemple la question des conséquences involontaires que peuvent avoir certaines actions, certains programmes sur les bénéficiaires, euh, ce qu'on appelle voilà, par exemple les effets de bord. Est-ce que c'est des choses est-ce que vous Alors, formez un peu votre partie prenante à ça?
Alors, bon, alors si nos parties prenantes, ce sont les membres du jury, là, d'une certaine manière, eux sont briefés de manière très très précise, mais on part du principe que quand on est passé de 60 à 70 candidats à 6 pour le final, c'est que, en gros, l'essentiel enfin, la totalité de ces candidats euh, coche les cases en termes disons, d'une approche systémique saine. Ensuite, le concept d'effet de bord, qui est un concept super intéressant. En réalité, on ne l'a pas intégré encore dans nos critères. Nous, on se concentre beaucoup dans nos critères de sélection sur disons, l'excellence de l'organisation et l'efficacité de sa méthodologie. C'est vrai qu'on ne va pas aussi loin que réfléchir aux effets de bord. Hum. C'est une bonne remarque. Merci Xavier. Je prends une autre question. Enfin, je vais combiner deux questions, une question de Eve et une question, je crois, de Sandrine. Ça concerne justement l'exit ou la fin des 5 ans d'accompagnement et de financement d'un de vos projets. Maintenant, vous avez un petit peu, voilà, vous avez déjà fait, je crois, un ou deux exits. Oui, non, un seul. Un seul, ok. Donc notre Et expérience est limitée, voilà. Et donc, je pense qu'il y a une vraie appétence des participants aujourd'hui à savoir finalement euh, comment est-ce qu'on peut euh, accompagner le lauréat pour qu'il anticipe la fin du programme, pour qu'il puisse finalement atterrir en douceur, parce que c'est vrai que c'est assez rare les financeurs qui sont capables de faire du non fléché avec les montants qu'on a imaginés. Hein. Donc, en moyenne, hein, de 200 000 euros par an, si ça fait 1 million sur 5 ans. Comment est-ce que vous travaillez ou vous comptez travailler avec eux pour vraiment faire cet atterrissage en douceur après le programme. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que, on va pas se mentir, un exit, c'est toujours douloureux pour le porteur de projet. En particulier, bah, disons que c'est les inconvénients de nos avantages, c'est que on donne un montant important, hein, donc 200 000 par an, et du jour au lendemain, eh bien, le bénéficiaire, enfin le porteur de projet, se voit son budget réduit de 200 000 euros. Donc c'est non négligeable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas se permettre de prendre des trop petits projets et qu'on est plutôt dans une logique best in class et, disons, scale-up. Mais justement, on est dans une logique scale-up. Donc, ce que nous, on espère, c'est que le projet sortira beaucoup plus fort à la fin de notre soutien de 5 ans qu'il n'était quand il est rentré. Et que à ce moment-là, il aura travaillé à la diversification de ses financements sans prétention aucune, on apporte un petit label de qualité qui leur permet d'obtenir une reconnaissance et éventuellement d'attirer d'autres financeurs. Mais parfois, ça a un contre-effet. C'est comme on a une réputation de donner beaucoup, peut-être que ça peut leur fermer la porte. À des financeurs qui se disent, bon, ben, ils n'ont pas besoin de nous, ils sont chez la fondation de Grove Petercam, donc c'est à double tranchant, mais dans l'ensemble, c'est quand même un petit label de qualité. Donc, et alors, bon, on est aussi une banque. Enfin, on évolue dans l'univers d'une banque, même si la fondation est une entité juridique distincte. Mais on peut aussi, enfin, on connaît le monde financier et on a dans notre réseau des structurateurs de social impact bonds et ce genre de choses. Mais parfois, ils connaissent déjà le concept et ils sont déjà en relation. Mais voilà, donc il n'y a pas de silver bullet, comme on dirait, de solution miracle pour l'exit. C'est une longue liste de choses différentes sur lesquelles il faut travailler. Mais de toute façon, on n'éliminera jamais le fait que c'est un moment douloureux à passer pour le porteur de projet. Merci beaucoup, Xavier. On arrive un peu au terme de notre. Je voudrais quand même prendre une dernière question, parce qu'il y en a beaucoup, elles sont passionnantes, et merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions. Je vais combiner rapidement la question de Patrick et celle de Clémence. Ça concerne, Xavier, la méthode en fait, de sourcing, d'identification des associations avec ce fameux réseau, je crois,
de référents, enfin est-ce que vous pouvez juste, est-ce que Xavier, tu peux clarifier la manière dont ça se passe, c'est-à-dire comment une des parties de la question de Laurent, c'est comment inviter l'entre-soi justement et comment finalement sourcer des projets ou des associations auxquelles on n'aurait pas pensé grâce à ce réseau de référents ou de personnes qui vont recommander des structures. Alors, bon, donc les référents, euh, et j'ai aussi la question devant les yeux, mais donc les référents, c'est donc délibéré, cette approche est délibérée pour ne pas rentrer dans une logique d'appel à projet. Euh, alors, ce qui est important avec les référents, c'est d'avoir en fait un réseau de référents qui soit. Il y avait une question aussi là-dessus, qui évite l'entre-soi, qui soit suffisamment diversifié pour qu'on ait une diversification de projets candidats. C'est notamment le cas géographiquement, vous avez des référents dans plein de pays Alors oui, européens. alors avant on était plutôt donc Luxembourg, Belgique, France, mais bah, essentiellement Belgique, Belgique, France et Euh, euh, bon, après, les références, c'est un peu toujours un peu les mêmes aussi, mais bon, il faut quand même trouver, disons, une diversification en termes de. Alors, c'est des référents ici du monde philanthropique, ça peut être des référents issus des institutions, ce qui peut être intéressant. Nous, on n'a pas de problème que le référent nous pousse un projet dans lequel il a un intérêt qu'il soit pris, pour lequel il a un intérêt qu'il soit pris. Nous, pas de problème. De toute façon, il sera soumis aux critères de sélection. Mais ce qui importe, c'est que le référent soit bien briefé. Il arrive que on ait des projets, et quand on est passé au niveau pan-européen, ça a été le cas, des projets qui étaient franchement trop petits et pas réellement en scale-up qui nous avaient été référés. Et en plus, ces projets ont vraiment fait l'effort de remplir le questionnaire en ligne, ce qui prend vraiment beaucoup de temps. Et puis, il n'y a rien à faire. Malheureusement, ça ne le faisait pas. Et donc, il faut que les référents prennent le temps et lisent bien le briefing qu'on leur a envoyé, ce qu'ils font tous majoritairement. Donc, j'espère que ça répond à la question. Hum, Euh, mais c'est un réseau qui se gère, en fait, un réseau de référents. hum. Merci beaucoup, Xavier. Merci à toutes et à tous. Je crois qu'il nous reste officiellement 1 minute et demie pour conclure. Donc, voilà, je voulais à nouveau remercier Xavier et l'équipe de la Fondation de Groupe Petercam, parce que voilà, ce travail fait ensemble a vraiment aussi été source d'apprentissage pour la chaire philanthropie également. J'espère que vous aurez voilà, envie d'en savoir plus. Alors, je, le cas, comme je disais, n'est pas encore publié. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter ou contacter Ashoka, notamment si vous êtes vous-même enseignant ou formateur. Euh, Juste quelques mots voilà, pour vous dire que les prochains rendez-vous de l'initiative collective Racine, ce sera notamment en décembre pour le prochain webinaire, hein, quelle place pour les premiers concernés. Je crois que ce sera, il me semble, le 12 décembre avec Porticus et avec une structure qui s'appelle Destin Lié. On va voir comment finalement impliquer les premiers concernés dans les décisions de financement et dans les relations partenariales entre fondations et associations. Euh, on était très content donc de partager voilà, ce contenu avec vous. Vous pouvez vous inscrire avec ce QR code, je crois, voilà, qui était diffusé sur, ce n'est pas le cas, la liste de diffusion de Racine. Vous avez notre site internet, les réseaux sociaux. Et donc voilà, on continuera l'année prochaine avec ce cycle de webinaires où l'animation et les contenus sont tournants. Vous allez avoir une enquête hein, au moment où vous fermerez le webinaire. Merci de le remplir simplement pour aider les membres de l'initiative Racine d'améliorer son offre, notamment de webinaires. Voilà, donc il me reste à tous vous remercier voilà, pour cette interaction et ce webinaire. J'espère que vous avez passé tous et toutes une bonne journée et à bientôt donc, pour reparler de ces sujets philanthropie systémique. Merci beaucoup. Et merci Xavier. Merci.